Quelques mises en garde avant le début de cette vidéo. Premièrement, les enquêtes internes au sein de Discord sont toujours en cours. Deuxièmement, rien n'oblige Discord à diffuser un rapport technique complet sur l'incident. Troisièmement, les nombres avancés par Discord ne sont pas absolus et définitifs. Ils ont pour l'instant identifié un certain nombre de comptes qui ont été compromis et c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre final. Ça ne veut pas dire que ça représente l'entièreté des comptes touchés. Quatrièmement, sur cette vidéo, on va répondre à un certain nombre de questions. Qui, quoi, où, comment. Je vais les aborder à travers deux points de vue. Le premier, ce sera le point de vue de Discord, ce que Discord a annoncé publiquement, officiellement, ce qui est sûr et certain qu'on sait à minima, bien sûr. Et le second, ce sera à travers les articles de presse, les experts qui ont communiqué, ce qui a été diffusé sur Internet globalement. Pas tout est vérifiable sur cette deuxième partie-là. Sur ce deuxième point de vue, il y a par exemple une source principale que j'utilise, Blipping Computer, que j'en parlerai un peu plus tard, qui n'a pas été en mesure de vérifier l'intégralité des informations qu'on leur a transmises. Néanmoins, j'utilise une autre source qui s'appelle NoText2Speech. C'est un YouTuber qui a fait une vidéo sur le sujet il y a 4 jours et qui a été capable d'identifier l'authenticité des hackers à travers une simple question. Envoie-moi tout le détail de mes tickets et si je vois que ça matche avec ce que j'ai moi de mon côté, alors ça veut dire qu'effectivement, c'est potentiellement le vrai hacker de Discord. Et il a été capable de vérifier parce qu'au début, il a fait une vidéo où il parlait du hack de Discord sans dévoiler tous les détails de ses tickets. Il en avait révélé quelques-uns pour montrer un petit peu des exemples de voilà ce qu'il y avait dans un ticket Discord. Et il en avait gardé d'autres qu'il avait gardé vraiment cachés du grand public. Et les hackers ont été capables de lui envoyer tous les détails sur ces tickets-là. Des tickets qui étaient gardés jusqu'à présent privés. Donc quand t'as un mec qui vient avec tout le détail de tes tickets alors que tu ne les as jamais révélés au public, on peut supposer qu'effectivement tu es bel et bien le hacker de Discord. Le piratage de Discord du coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 3 octobre 2025, Discord a publié un communiqué indiquant qu'un piratage avait eu lieu sur ses services. Il déclare, et je cite, « Une partie non autorisée a ciblé nos services d'assistance clientèle tiers afin d'accéder aux données des utilisateurs pour estorquer un paiement à Discord. » Ils indiquent qu'il ne s'agirait pas d'une intrusion de Discord, mais plutôt d'une intrusion d'un fournisseur de services tiers. On va en reparler juste après. Je continue la citation, « Cet incident a impacté un nombre d'utilisateurs qui avaient communiqué avec les équipes d'assistance clientèle ou de confiance et sécurité. » Ils ont rapidement expliqué quelles données étaient impactées, quelles données n'étaient pas impactées, et également quelles mesures ils allaient prendre. Qui a été visé ? D'après Discord, il s'agirait d'un service d'assistance client tiers, ce qu'on appelle un BPO dans le business. Un BPO, concrètement, ça concerne des process. Des process dans une entreprise, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la restauration, ça peut être la comptabilité. C'est ça, un process en entreprise. Un BPO, du coup, c'est le fait d'externaliser ce process à une entreprise tiers. Dans le cadre de Discord, il s'agit du coup du process de service client qui a été délégué à une entreprise tiers. Et encore une fois, d'après Discord, il s'agirait de l'entreprise 5CA. 5CA, rapidement, c'est une entreprise de service client basée aux Pays-Bas. Et là où déjà il y a un problème, c'est que 5CA a récemment communiqué, pas plus tard qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, qu'il ne s'agit pas du tout d'eux, en l'occurrence, qui sont responsables de cette intrusion. Et là, je cite directement 5CA, « Contrairement à ces informations, nous pouvons confirmer qu'aucun des systèmes de 5CA n'a été impliqué et que 5CA n'a traité aucune pièce d'identité délivrée par le gouvernement pour ce client. Sur la base des conclusions provisoires, nous pouvons confirmer que l'incident s'est produit en dehors de nos systèmes et que 5CA n'a pas été piraté. Il n'y a aucune preuve d'un impact sur les autres clients, systèmes ou données de 5CA. » Donc déjà, Discord indique une intrusion chez un partenaire tiers, et ce même partenaire tiers qui a mené une enquête interne avec des consultants en cybersécurité, des hackers éthiques, etc., que ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, entre Discord et 5CA, ça se met sur la gueule, sur la place publique, à ciel ouvert, sans problème. Ils terminent quand même leur communiqué en indiquant que leur enquête interne suggère pour l'instant un incident d'origine humaine. Maintenant, d'après la presse, les experts et les hackers. Les hackers indiquent, eux, qu'ils ont eu accès à Zendesk, à très précisément une instance de Zendesk de Discord.
Qu'est-ce que Zendesk? Zendesk, c'est une solution ou un logiciel pour vulgariser qui permet la gestion du service client pour des entreprises. Et là où Discord ne nous dit pas comment il y a eu intrusion, les hackers, eux, indiquent qu'il y a eu une intrusion, non pas à travers une faille de Zendesk, mais tout simplement à travers un compte compromis de Zendesk. Un compte compromis, c'est tout simplement un compte officiel, qu'il soit chez Discord, 5CA ou n'importe qui a été soit piraté, soit volé, soit usurpé. Et dans notre cas, le compte aurait été simplement usurpé. Maintenant, qu'est-ce qui a été volé? D'après Discord, les informations qui ont été piratées sont les suivantes. Les noms, nom d'utilisateur Discord, adresse email, informations de contact si celles-ci ont été fournies à l'assistance clientèle de Discord, informations de facturation limitée telles que le type de paiement, les 4 derniers chiffres de la carte de crédit, l'historique des achats s'ils sont associés à un compte, les adresses IP, les messages échangés avec le service client, des données d'entreprise limitées, ça concerne Discord, donc des documents internes à Discord, et également, et là je pense que c'est le plus important parce que vraiment en plus de la façon dont Discord l'indique, à mon sens, c'est vraiment une catastrophe, et là, je cite Discord directement, une partie non autorisée a également eu accès à un petit nombre de copies de pièces d'identité officielles. Comme vous le savez peut-être, en France, depuis quelque temps, on a des sites de films sur la corrida qui sont interdits d'accès ou alors à laquelle il faut faire une vérification par identité. On prend généralement une photo de soi et après il y a une IA qui va calculer et vérifier que vous êtes bel et bien majeur, etc. etc. Dans d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, il y a ce type de vérification, mais pas que pour les sites de corrida, mais pour tous les sites où il est susceptible d'y avoir des mineurs. Donc, par exemple, Discord, les réseaux sociaux, etc. etc. Et on va en reparler des mineurs parce que c'est peut-être le plus gros risque et la plus grosse problématique liée à ce sujet. Donc par exemple Discord n'est pas interdit aux moins de 18 ans, Discord est interdit aux moins de 13 ans. Et du coup, quand tu es en Angleterre par exemple et que tu as 14 ans et que tu veux faire vérifier ton compte Discord, eh bien tu es obligé de passer à travers cette vérification d'identité. Cette vérification d'identité est faite la majorité du temps à travers une IA. La majorité du temps, vous avez un écran qui vous invite à prendre une photo de vous-même et une IA va calculer, voilà, vous êtes majeur ou non, vous avez l'âge requis ou non, et généralement, ça se passe dans 90% des cas parfaitement bien. La photo est ensuite supprimée et basta. Dans le cas des 10-20% restants où l'IA n'est pas capable de faire cette vérification elle-même, on passe à travers ce qu'on appelle une vérification manuelle. Il va y avoir un ticket créé et vous allez faire la demande auprès du service client du dit service pour faire vérifier votre identité. Et pour faire vérifier manuellement votre identité, vous devez déjà de 1, scanner votre pièce d'identité, que ce soit votre permis, votre carte d'identité ou votre passeport. Et en plus, magnifique, vous devez prendre une photo de vous-même, un selfie, tenant cette pièce d'identité. On m'indique que les gens sont en train de se rendre compte du problème. Maintenant qu'on sait ça, il faut savoir que Discord a communiqué sur un nombre de personnes dont la photo d'identité et ce selfie avec la pièce d'identité aurait été compromis. C'est qu'un nombre, et c'est une première estimation. Ce nombre serait de 70 000 personnes concernées. Donc ça déjà, 70 000 personnes, c'est énorme. Normalement, Discord ne devrait pas avoir à garder ce genre d'informations. Mais ça, c'est que ce que Discord nous dit. Les hackers, eux, avancent des nombres un petit peu plus gros. Les hackers, eux, revendiquent le vol de 1,6 Tera de données. Pour vous donner un point de comparaison, Dropbox estime que 1 Tera de données, donc un disque dur de 1000 gigas, correspond à peu près à 1300 armoires d'archivage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que vous avez déjà été dans une bibliothèque où il y a 1300 armoires? 1300 armoires, c'est immense! Et c'est pas tout. Sur ces 1.6 Tera de data, il faut bien comprendre que l'entièreté, quasiment, c'est que des tickets. Sauf que, c'est pas les tickets qui pèsent lourd, c'est pas le texte du ticket qui pèse lourd. Si vous le voyez bien avec un ordinateur ou même avec un téléphone, un fichier texte, ça pèse rien, tandis qu'une image, ça pèse quelque chose. En l'occurrence, dans ce vol, il y aurait simplement 100 gigas qui seraient simplement des transcriptions de ces tickets, et 1.5 Tera
de toute la data volée qui serait des pièces jointes. Donc ça peut être des captures d'écran, ça peut être des scanners de pièces d'identité, ça peut être des photos. Et d'après les hackers, ça serait pas moins de 2 millions d'images qui auraient été volées. Ils avancent le nombre de 8,4 millions de tickets volés. Et ça concernerait 5,5 millions d'utilisateurs. Et Discord avance 70 000 comptes. Il y aurait parmi tous ces tickets pas moins de 580 000 tickets qui contiendraient des informations de paiement. Les informations de paiement, si vous avez écouté ce que j'ai dit sur la version de Discord, ça ne concerne que les 4 derniers chiffres de la carte de crédit, hein? Non. D'après les hackers et ce qu'ils ont dévoilé, il n'y aurait non seulement pas que les 4 derniers chiffres de la carte de crédit, mais il y aurait le nom du fournisseur de la carte de crédit et les dates d'expiration de la carte de crédit. Et c'est pas tout. Non, c'est pas fini. D'après Discord, il n'y aurait pas de numéro de téléphone qui aurait été compromis. Sauf que, quand on regarde les extraits de ce qu'a envoyé les hackers à différentes sources, les numéros de téléphone sont disponibles. En gros, sur Zendesk, il y a une fiche d'identité de l'utilisateur. L'opérateur sur Zendesk est capable de voir par exemple votre nom d'utilisateur Discord et différentes autres infos comme votre ID et toutes les infos liées à vos tickets. Et ils ont également une vue un peu tronquée de votre numéro de téléphone. Donc normalement, ça devrait être safe, sauf que Zendesk est connecté au système de Discord à travers l'API. L'API, c'est globalement un raccord en plomberie. Vous avez un tuyau en 80, un tuyau en 40, vous mettez un raccord au milieu pour les raccorder. C'est ça, une API. C'est l'interface entre les deux applications ou les deux systèmes. Là-dedans, les hackers ont réussi à faire ce qu'on appelle des call API. Un call API, c'est concrètement de faire un appel au service connecté pour obtenir des informations. Et ils ont réussi à faire des call API au nombre de 60 millions. 60 millions de call API pour récupérer toutes ces infos, et notamment les numéros de téléphone. Donc si on résume bien, t'as d'un côté Discord qui dit qu'un petit nombre de copies d'identité ont été volées. Ils disent que ça concerne seulement 70 000 personnes dans leur première estimation, donc déjà petit égale 70 000, même si tu le rapportes au nombre d'utilisateurs de Discord, effectivement c'est rien, mais ça reste quand même une moyenne ville en France. Et en plus de ça, t'as les hackers derrière qui discréditent Discord et qui indiquent qu'ils mentent complètement et que c'est absolument pas un petit nombre. Mais Discord indique quand même dans son communiqué que la sécurité et la confidentialité des utilisateurs est une priorité absolue. Si la sécurité et la confidentialité étaient une priorité absolue pour Discord, comment se fait-il alors qu'il y a 70 000 pièces d'identité qui soient dans la nature? Comment se fait-il que d'après les hackers, il n'y ait eu aucune restriction sur le Zendesk de Discord? Comment se fait-il que les hackers aient pu faire plus de 60 millions de call API? Comment se fait-il que parmi tous les tickets qui ont été piratés, il y avait encore des tickets résolus dont il y avait encore les pièces d'identité? Donc non, c'est le claim de Discord qui dit que la confidentialité et la sécurité est une priorité absolue, c'est du bullshit complet, ils n'en ont rien à foutre. C'est simple, le simple fait qu'ils ne se disent pas qu'un utilisateur externe utilisant Zendesk pour eux puisse être corrompu, ça prouve déjà le problème. Le hacker a indiqué avoir eu accès au Zendesk de Discord pendant 58 heures. Il indique qu'il n'y avait absolument aucune limitation quant aux possibilités et aux accès qu'il avait. Aucun système de détection, aucune limitation pour éviter le scrapping des données, alors quand bien même qu'il y a absolument tous les outils pour sécuriser parfaitement, à peu de choses près, un Zendesk. Donc maintenant, vous savez que Discord n'en a rien à faire et est complètement responsable de cette situation, pratiquement à 100%. Maintenant que j'ai craché bien comme il faut mon venin sur Discord, il est temps de cracher le venin aussi sur le hacker.
Le hacker en question aurait mené des négociations avec Discord. Il aurait demandé de l'argent contre la suppression de toutes ces données. On parle ici d'une rançon de 5 millions de dollars. Cette rançon a été refusée par Discord dans un premier temps et le hacker a diminué son prix. Petite ristourne, c'est gentil. Une ristourne à 3 millions et demi de dollars. Et Discord n'a pas répondu. Donc quand il dit, le hacker, que dans les fichiers, il y a des centaines de milliers de pièces d'identité et de photos, par exemple, de mineurs, c'est pas de la faute de Discord si ces informations vont être dévoilées. C'est de la faute du hacker. Discord a déjà pris les premières actions. Discord a indiqué qu'il y avait un piratage. Rien n'indique que s'il paye la rançon, le pirate va tout simplement tout supprimer. Discord ne paye jamais les rançons. Et s'il se mettait à payer les rançons, vous croyez qu'il va se passer quoi? Eh bah, tous les groupes de pirates informatiques vont commencer à vouloir pirater Discord pour justement demander une rançon. Du coup, non seulement Discord n'en aura rien à foutre, mais en plus le hacker va se retrouver comme un teubé. Et vous savez c'est qui le grand gagnant là-dedans si c'est ni Discord ni le pirate? Ce sont les prédateurs. Oui. C'est encore nommé sous un autre nom, mais je crois que ce nom est banni de YouTube, donc je vais éviter de le dire, mais vous savez très bien de quoi je parle quand je dis le mot prédateur. Parmi l'extrait de données qui a été dévoilé par le pirate, il y a déjà des informations de mineurs qui ont filtré. Et même si le pirate se met à filtrer toutes les données des mineurs, il va rester des pièces très dangereuses. Il va rester par exemple des vidéos et des images d'abus sur mineurs. Donc, même si tu dis oui, je vais m'occuper de supprimer tout ce qui a un rapport avec un mineur, et même les vidéos d'abus et autres conneries dans le genre, t'as déjà un putain de problème au cerveau pour préparer tout ça juste pour de l'argent. Donc, dans tous les cas, Discord est responsable. Ok. Et dans tous les cas, le pirate est aussi responsable. Également, les gouvernements sont responsables. Quand tu mets en place des systèmes de vérification d'âge parce que, soi-disant, les parents ne sont pas capables de faire attention à ce que leurs enfants font, ça c'est une énorme connerie que j'ai jamais entendue, mais bon bref, et que ces mêmes systèmes sont déjà en ligne et non hors ligne, il y a déjà un problème. Tu donnes une responsabilité supplémentaire à l'entreprise pour gérer des données qu'elle n'a pas à gérer. Des entreprises qui, soit dit en passant, ne font pas attention au stockage de ces données. Des entreprises qui ne sont pas tenues par la loi de faire attention à ces données. Et des entreprises qui, en plus de ça, mettent en place des clauses pour t'empêcher de les attaquer en justice si jamais il y avait un problème. Oui, parce que là, on a parlé du hacker, de la responsabilité et tout, on a parlé de Discord, mais Discord, là, ils ont quand même mis en place la clause 16. La clause 16, c'est dans leurs termes de service, dans leurs conditions d'utilisateur, et ça interdit à n'importe qui de porter plainte aux États-Unis et au Canada notamment contre Discord. Donc si vous avez un litige avec Discord au Canada ou aux États-Unis, ça veut dire que vous êtes forcé de subir ce qu'on appelle un arbitrage privé. Donc si demain il y a un piratage et que vous estimez par exemple que le vol de vos informations vaut une centaine de millions de dollars, et bah avec cette clause 16, Discord se prémunit d'aller au tribunal. Au Canada, c'est un peu différent. Selon où tu habites, tu n'as pas les mêmes droits partout. Je sais que notamment au Québec, il y a un peu plus de sécurité pour les gens. Et donc si tu as un problème avec Discord, et que tu n'as pas envie de passer par un arbitrage privé, tu as 30 jours. 30 jours après la création de ton compte pour renoncer à ça. Et le délai de prescription pour agir dans cette histoire, il est seulement de 1 an. Et vous voulez savoir quand est-ce que cette clause a été mise en place ? Il y a déjà plus d'1 an. Par chance, si vous me regardez depuis la France, la Belgique notamment, on a une chance immense, c'est qu'on est protégé par l'Union européenne et par nos droits. Il y a tout ce qui est mis en place, qui est fait pour que s'il y a un problème avec Discord, on puisse quand même mener une action en justice. Mais quand il y a des entreprises, notamment les sites de films Olé Olé, les films sur la corrida, Corrida Hub, qui bloquent son site depuis des mois en France pour les mêmes raisons, c'est normal. Parce que s'il y a un problème, ce sera
Corrida Hub qui sera tenu pour responsable de tout ça, et non l'État et son système imposé de merde, ou l'utilisateur qui fait pas attention, ou le pirate informatique. Et Corrida Hub, notamment, ne veut pas de ces problèmes. Cependant, il existe quand même des solutions alternatives qui pourraient régler le problème. L'ARCOM, l'autorité de régulation pour tout ce qui est les contenus audiovisuels et les contenus sur Internet, a émis des recommandations sur les systèmes qui pourraient être mis en place et qui ne poseraient aucun problème. Parmi ces systèmes, il y en a un qui s'appelle la vérification hors ligne, qui est parfait, mais comme il n'y a aucune loi qui oblige les constructeurs à mettre en place ce système, on est bloqué. Ce système, très simplement, ça consisterait à mettre en place un système de vérification d'identité, mais hors ligne. Vous ne le faites que sur votre machine. Ça génère un certificat qui dit que oui ou non, vous êtes majeur, oui ou non, vous avez l'âge requis. Et tout se passe hors ligne. Pas besoin de connexion Internet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune de vos données personnelles qui est envoyée chez un prestataire. C'est pas Corrida Hub ou Discord qui vont recevoir vos données. Ce que je veux dire par pas de connexion Internet, ça veut simplement dire qu'il n'y a aucune diffusion de vos informations personnelles. C'est simplement que sur, par exemple, votre téléphone est construit un algorithme de vérification d'âge. Cet algorithme est hors ligne, non connecté à Internet. Vous faites la vérification d'âge, il vous dit oui ou non c'est bon. Si c'est oui, il va générer ce qu'on appelle un certificat. Ce certificat, il ne contient aucune de vos infos privées. Il contient juste une clé à faire déchiffrer par le système concerné Discord ou Corrida Hub qui va déchiffrer ce certificat et dans ce certificat est tenue la réponse si oui ou non vous avez l'âge légal pour rentrer dans le site. Et avec un système pareil, du coup, si vous avez bien compris, il n'y a aucune diffusion de vos données privées. Et oui, les données privées restent sur votre téléphone, le téléphone n'envoie juste qu'au service concerné, que ce soit Corrida Hub ou Discord, le certificat ne contient que la clé et le oui ou non, et c'est tout. Et vous allez me dire, du coup, si la solution existe déjà, pourquoi n'est-elle pas mise en place ? La bureaucratie. Premièrement, il y a le problème de l'État. L'État fait chier parce qu'ils veulent une solution qui fonctionne, qui soit certifiée, qui soit auditée de A à Z et qui soit sûre à 100% pour eux. Sauf que ça met des années à mettre en place. De l'autre côté, on a, comme je vous disais tout à l'heure, les constructeurs, que ce soit par exemple Android, iOS ou Windows, il n'y a pas encore d'algorithme hors ligne qui existe, et en plus de ça, ces acteurs sont réticents à mettre en place ces solutions. Ils ne veulent pas mettre en place ces solutions parce que pour l'instant, il n'y a pas de cadre légal pour mettre en place de telles solutions. Donc, ils n'ont pas envie de se mouiller. Donc, tant que le gouvernement fait chier à mettre 20 ans pour résoudre des questions et pour auditer des choses, que tout l'aspect juridique n'est pas encore éclairci complètement, les acteurs, les constructeurs ne vont pas mettre en place cette solution qui est pourtant très simple, techniquement parlant. Et c'est pour ça que la solution privilégiée pour l'instant et légale, c'est la vérification en ligne. Et ça, c'est un énorme risque pour nous tous. On n'a aucune assurance que l'acteur privé en charge de gérer ces données-là va faire le boulot pour faire en sorte qu'elles soient supprimées dans les temps. Et de l'autre côté, on a des gouvernements qui, bien sûr, ont des connaissances absolument astronomiques en informatique, c'est bien connu. Je rappelle que l'âge moyen d'un député, c'est de 50 ans. Et donc, pour eux, on devrait mettre en place ces solutions-là, quand bien même elles sont à chier. Je veux dire, quand je dis qu'elles sont à chier, il y a déjà eu des pirates. Je viens de parler de Discord là. Voilà, il y a eu des piratages. Maintenant, imaginez que demain, c'est pas Discord qui se fait pirater, mais c'est Microsoft. Imaginez pour ceux qui ont le jargon technique un petit peu que l'Active Directory se fasse pirater. Et que les pirates arrivent à récupérer absolument tous les comptes de tous les clients de Microsoft. Vous voyez qu'il va se passer quoi ? Ça sera le plus gros scandale de piratage industriel de l'histoire du XXIe siècle, et si ce n'est même de l'histoire de l'humanité. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument sensibiliser et le gouvernement et les acteurs qui mettent en place les lois sur ces questions-là, parce que c'est très important, c'est urgent d'agir, parce que si ça continue, ça va être le royaume aux portes ouvertes vers des conneries incommensurables. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas trop fait peur.
J'espère que vous aurez appris des choses, parce que c'est très important. Je pense qu'il y a plus important. N'oubliez jamais que dans 80-90% des cas, tout ce qu'il y a à faire de piratage, c'est une faille humaine, c'est pas une faille technique, c'est pas un programme qui aura un problème, c'est simplement l'humain qui merde. Et c'est important de savoir quelles sont les causes, qui sont les responsables, comment on peut régler le problème, quelles sont les solutions, etc. etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un pouce bleu et un partage surtout, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est vraiment de partager cette vidéo au maximum. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que cette vidéo-là, c'est que la première d'une longue lignée qui va voir le jour sur cette chaîne. Je parle vraiment de tout et de rien, mais j'aime aborder cet aspect où on étudie le juridique, on étudie les causes, les problématiques, et on essaye de trouver des solutions assez simples pour remédier à des problèmes pareils. Quant à moi, je vous remercie pour avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine.